Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne Twitch de Science et Avenir. Vous savez qu'on a lancé cette chaîne Twitch il y a peut-être 2 ans maintenant. On essaie d'être assidus. Je suis avec ma collègue Sylvie Roat. Bonjour Sylvie. Salut Olivier. Sylvie, tu es spécialiste des sujets liés au spatial à Science et Avenir, la recherche. On va en parler en début de cette émission. Je suis avec aussi le camarade Arthur Langlois derrière l'écran, derrière le clavier, qui nous a fait ce studio digne de Stanley Kubrick pour faire ses Twitch désormais. Alors, on fait une émission un peu spéciale, une émission de rentrée dans laquelle on mêle différents sujets. Avec Sylvie, évidemment, on va parler de l'actualité spatiale, donc, qui est très riche en ce début d'année. On va dire pourquoi, enfin, vous le savez déjà, mais enfin, on va redire pourquoi. Et dans un deuxième temps, parce que Sylvie, tu vas rester avec nous un petit quart d'heure. C'est ça. Voilà, après tu es appelée sur d'autres horizons. Et ensuite, on sera rejoint par Mathieu Novak, qui est le rédacteur en chef du magazine. Et avec lui, on va parler un petit peu justement de ce qu'il y a dans le nouveau Science et Avenir et dans les nouveaux Science et Avenir, puisque vous le savez, il y a plein de magazines différents qui sont fabriqués par cette rédaction. Alors, dans l'immédiat, Sylvie, on va évoquer, comme on le disait, l'actualité brûlante. Alors, camarade Arthur, les questions du Twitch n'apparaissent pas sur mon retour là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un petit bug à corriger là, non? Ou c'est qu'elles ne sont pas encore là, peut-être? Il n'y en a pas encore, bon, mais ça ne va pas tarder. Et puis, de toute façon, on va peut-être parler de DART. Voilà. Alors, DART, c'est quoi déjà, DART? Alors, DART, c'est une mission américaine qui a été lancée l'année dernière et qui, cette nuit, à 1h14, a heurté le petit astéroïde Dimorphos, qui est une lune, la lune de Didymos. Donc, c'est un système binaire. Et en fait, l'objectif, c'est de donner une impulsion à Dimorphos pour qu'il change d'orbite, enfin qu'il dévie un peu son orbite. Et c'est une mission pour démontrer notre capacité à faire quelque chose sur les orbites des astéroïdes dans la perspective d'un astéroïde tueur qui se dirigerait vers la Terre et qui pourrait créer une catastrophe planétaire. Donc là, en fait, on a un système binaire, c'est-à-dire qu'on a deux astéroïdes mais qui sont imbriqués l'un avec l'autre. Il y a le gros qui joue le rôle de la Terre, et il y a le petit qui joue le rôle de notre Lune. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'il reste captif, ce petit Dimorphos, c'est qu'il ne va pas partir errer dans l'espace et un jour peut-être nous retomber dessus. Donc voilà, il reste captif de son astéroïde principal. Oui. Donc c'est une expérience avec très peu de risques de faire des bêtises. D'accord. Et alors finalement, quand on parle de DART, on parle de quoi? C'est quoi en termes de véhicule DART? C'est quoi comme objet DART? DART, c'est une fronde. En fait, c'est quelque chose. C'est un impacteur qui est venu frapper en fait Dimorphos et qui a provoqué, on le voit sur les images déjà cette nuit, une énorme vague de matière qui s'est propulsée dans l'espace. Donc ça, on a commencé à voir les premières images cette nuit, parce qu'il avait 2 petits satellites qui accompagnaient pour faire des photos, mais qui sont tout petits, c'est des CubeSats. D'accord. Cette nuit, il y a un grand système d'observatoires terrestres qui ont fait des photos, on ne les a pas encore. On n'a pas encore toutes ces images qui vont nous arriver. On ne sait pas encore de combien la trajectoire a été déviée. Ça, on va le savoir très vite. Donc, ça va être beaucoup de données qui vont nous arriver dans les prochains jours. C'est super excitant. Et alors, en termes d'images, là, Arthur, je crois que tu avais récupéré une séquence où on voit en raccourci, en accéléré, ce qui se passe quand la sonde DART arrive sur sa cible. Alors, il faut dire que, je crois que tu l'as dit, mais enfin, redisons-le, on n'est pas du tout dans un scénario avec d'ores et déjà un astéroïde tueur à la Armageddon. Non, on ne l'a pas repéré celui-là encore. Mais il faut savoir qu'il y a énormément d'astéroïdes que l'on ne détecte pas parce que c'est comme du charbon dans la nuit noire. Oui. Ils sont très très sombres. Donc il va y avoir 2 missions qui sont préparées par la NASA et l'ESA en infrarouge pour essayer de repérer justement tous ces morceaux de charbon qui n'ont pas encore été identifiés. Mais ces 2 sondes ne sont pas encore en orbite. C'est des projets. Régulièrement, quand même, il arrive des astéroïdes ou des météorites qui sont grosses, comme celle en Russie, là, je crois que c'était en 2014, le jour de la Saint-Valentin. Là. Tout à fait, j'ai oublié de son nom, mais qui effectivement avait pénétré dans l'atmosphère, parce qu'il y a toute une partie comme je disais, de morceaux de charbon invisibles. Donc voilà, à l'avenir, il va falloir avoir beaucoup plus d'instruments pour les repérer.
Et quand on aura repéré éventuellement un de ces bolides, donc il n'y en a pas beaucoup qui sont très gros et qui pourraient avoir un impact planétaire, celui-là, on pourra, si on a démontré qu'on a la capacité effectivement d'intervenir, et je pense qu'on l'a fait, on pourra intervenir sur cette orbite pour qu'elle ne vienne jamais frapper la Terre. Oui, il faut redire que c'est vraiment une première, cette affaire. Ah, c'est une première même pour l'humanité, c'est extraordinaire. C'est une première mission de ce qu'on appelle la défense planétaire, qui est un nouveau système pour permettre de nous défendre justement contre ces menaces venues de l'espace. Alors en revanche, en termes de physique ou de visée, ça évoque quand même une mission comme celle de Rosetta, où il n'y avait pas de destruction dans le programme, mais enfin, il fallait quand même se poser sur un objet. Ah, là, on ne s'est pas posé, on l'a frappé. On l'a frappé, mais je veux dire au niveau du ciblage, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est effectivement c'est tout un système pour arriver, mais là il y avait aussi une impulsion à donner. Il y avait l'impulsion, oui, c'est ça. Il y avait l'impulsion, donc et visiblement la vague de matière était très importante. Alors on a une question, alors ça veut dire qu'il doit y avoir des questions, Arthur, mais nous on ne voit pas le stream des questions, c'est ça, hein? À quelle distance de la Terre? Oula. Alors, mais ça, on va regarder parce qu'on a nos. Ouais, je veux dire, on va pas vous raconter de salade, on connaît pas tout par cœur, mais. Mais je ne suis même pas sûre de la voir, la distance. Alors, je crois qu'on l'avait écrit dans le papier de Sciences et Avenir. Alors, justement, on en parlera tout à l'heure dans le papier de Sciences et Avenir. Peut-être je te laisse regarder, je vais Sylvie. Alors, on a aussi la. Il y a deux séquences, en fait. Là, c'est 11 millions de kilomètres de la Terre. 11 millions de kilomètres de la Terre. Et DART, on ne sait pas. Enfin, il en reste plus rien, quoi. Il est volatilisé. Il est volatilisé. Alors, il y a un deuxième volet, qui est un volet européen qui s'appelle ERA, qui partira en 2024, qui devait initialement partir en même temps pour observer le résultat de l'impact. Pour des raisons budgétaires, il ne partira qu'en 2024, mais comme il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'eau, l'impact va rester intact jusque-là. Ah oui. Nous allons l'observer avec 2 ans de retard, un peu plus d'ailleurs, 3 ans de retard, mais on va pouvoir vraiment étudier ce que ça fait en fait cet impact et savoir aussi la composition de cet astre, savoir vraiment de quoi il est fait. Oui. Parce qu'on l'a vu de près, c'est assez étonnant en fait. C'est un espèce d'agrégat de petits morceaux de cailloux, de poussière. Enfin, on a l'impression que c'est poreux. Alors il y a quelque chose qu'on peut peut-être redire, Sylvie, parce qu'on en parle toujours à propos de ces astéroïdes, de ces corps lointains. On dit les étudier, c'est savoir quelle était la composition du système solaire au moment de sa création. Et ça, j'ai jamais bien compris pourquoi. Alors, en fait, c'est parce que c'est quand le disque planétaire s'est morcelé pour faire des planètes, donc par agrégation, un peu comme souvent on parle de pâte à crêpes avec des grumeaux. Oui. Et donc les grumeaux accumulent des grumeaux à eux. Et en fait, ce qu'on voit, c'est des grumeaux de matière. Nous, ensuite, on s'est beaucoup transformé, parce qu'il y a eu beaucoup de radioactivité, beaucoup de transformations tectoniques des plaques. Enfin, chaque planète a eu énormément d'activité en 4,5 milliards d'années. Là, ces petits corps ont très peu de gravité en fait qui fonctionne, ont assez peu de radioactivité, donc sont très peu transformés depuis le début de leur agrégation. Donc c'est des petits morceaux, c'est des grumeaux de la pâte à crêpes du début. Donc la mission dont tu parlais, qui partira dans ERA en 2024, voilà, en 2024. Elle permettra d'étudier cet astre très primitif au final. Et donc on revient à des considérations de sciences fondamentales, sur ce qu'était... Mais de défense planétaire également, puisqu'en fait on va pouvoir mesurer plus précisément qu'on va le faire. On va déjà le faire, mais dans 3 ans, on aura vraiment toutes les données de ce que cette action a eu sur ce petit corps. Est-ce que tu crois que tu peux nous montrer la vidéo, là, Arthur ? On va peut-être la voir à l'écran, voilà. Donc ça, c'est l'approche. Alors, j'étais en direct cette nuit, c'était extraordinaire. Ah, tu l'as vu en direct ? Oui, je l'ai vu en direct. Ah, c'est super. Donc c'était vers, je crois que tu m'as dit, Arthur. 1h14. Ah. Donc là, il y a, le gros et le petit, donc la Lune et le... Alors Didymos et Dimorphos. Didymos, c'est le premier, celui qu'on voit qui va disparaître. Okay. Et Dimorphos, c'est sa Lune. Donc elle tourne autour. Elle tourne autour, comme notre Lune autour de la planète. Et là, c'est comme dans les dessins animés, là, quand le coyote tombe. Hop. Et là, c'est au ralenti, pour bien voir cet objet. Ouais. Et là, c'est impact, rouge égale impact.
Et alors, je sais pas, cette image-là, quand on la voit, la granulosité de l'astre, c'est une image, je sais pas, toi qui es spécialiste, ça surprend ça surprend chaque scientifique à chaque fois. Ah, ça surprend. À chaque fois. En fait, depuis, ça fait 65 ans qu'on explore le système solaire depuis Spoutnik. Ouais. On découvre tout, et ce qui surprend le plus les scientifiques, c'est la diversité. Chaque nouveau corps ne ressemble pas au précédent. Ah, mais ça me rappelle une conversation qu'on a eue il y a pas longtemps où tu disais qu'il y avait une singularité de chaque objet du système solaire. C'est assez incroyable. Donc celui-là va encore surprendre. Son étude va amener beaucoup de science pour essayer de comprendre comment chaque corps, en fait, à partir des données initiales de sa constitution, s'est formé différemment des autres. Un peu comme les individus. On est tous des humains, mais avec notre patrimoine génétique, on est tous différents. Bon, on se ressemble certains, mais on est tous différents. Visiblement, c'est la même chose dans les corps du système solaire. Alors, peut-être que... Alors, je m'attendais à un corps lisse, dit Shura 70. Moi, je suis plus surpris. Je trouve qu'il est quand même relativement lisse, mis à part, bon, on voit les aspérités, mais je me souviens de... Il faut des corps plus gros pour être lisse. Il faut une gravitation plus importante, en fait, une force de gravité plus importante pour que tout se compacte. Là, c'est un corps petit, donc il n'y a pas assez de force gravitationnelle pour attirer tout en quelque chose d'un peu massif. D'accord. Alors, on peut inviter les internautes à voir la deuxième vidéo, parce que je crois que tu m'as dit, Arthur, qui a été sur Twitter, c'était un peu difficile à récupérer, mais dans l'article sur le site de Science et Avenir qu'on a passé ce matin, la vidéo Twitter, elle est encapsulée, et cette vidéo permet de voir la gerbe de matière qui est projetée par le choc. Donc cette vidéo, elle est filmée par les fameux petits CubeSats. Tout à fait. C'est pour ça que l'image n'est pas très très bonne, mais c'est l'image la plus proche. Alors, on va avoir un truc extraordinaire, peut-être là dans les heures qui viennent, c'est qu'il y a Hubble et le James Webb Space Telescope qui, pour la première fois, ont observé cet impact. Tous les deux l'ont vu. Tous les deux en même temps, c'est une première. Donc on va avoir ces images. On pourra faire un film avec des points de vue différents, un montage. James Cameron peut prendre sa retraite, puisque... On a tout dans la vraie vie maintenant. Il est 18h14. Avant que tu partes, Sylvie, peut-être un mot sur l'actualité, avec Artemis. Alors, on avait fait un Twitch il y a peut-être un mois, Arthur, avec Christophe Bonal du CNES, spécialiste des lanceurs. On était en direct, on s'attendait à voir. Alors, Christophe Bonal m'avait bien dit, il y a très peu de chances que ça parte. Il avait raison, il n'est pas parti. Donc là, on est à un retour au garage. Retour au garage pour cause d'ouragan Yann. Je ne sais même plus si on dit ouragan, typhon, je ne sais plus où on en est. Je crois typhon, que c'est dans le Pacifique, c'est ouragan. Et c'était quand même beaucoup plus prudent de le rentrer au chaud, mais ça veut dire désormais, je crois que la fenêtre de tir se réouvre le 12 octobre. Donc on est plutôt sur une deuxième partie d'octobre pour un lancement. Et est-ce que tu peux nous expliciter un petit peu qu'est-ce que ça veut dire un retour au garage ? Parce qu'il ne s'agit pas... moi j'ai un garage qui est très compliqué. Non, mais ça veut dire que tu rentres chez toi, tu vides ton réservoir. Et ensuite, il va falloir tout revérifier avant de re-remplir le réservoir, sachant que le réservoir était déjà problématique. C'est qu'il y avait eu des fuites qui étaient problématiques, qu'ils essayaient de juguler. Donc là, ils vont essayer peut-être de résoudre ce problème déjà. Et pourquoi vider le réservoir finalement ? Pourquoi ne pas laisser le plein en attendant les 15 jours ? Parce que c'est instable et que ça peut exploser. Ça peut péter. Et le retour même au garage est très compliqué parce que c'est un objet c'est un objet tellement lourd qu'il faut y aller très doucement sur son petit chariot. Il rentre doucement. Enfin, ça peut être long, effectivement. Quant au retard comme ça, puisqu'il y a eu le premier... Il y a beaucoup de retard sur ce programme, énormément. Sur ce programme ou d'une façon générale... SLS, Artemis, ce ne sont que des retards. Mais c'est normal dans le spatial. Les gens qui travaillent dans le spatial ne s'en étonnent pas, parce qu'il y en a toujours, il y a une date de travail, mais qui ne correspond jamais à tous les imprévus que l'on a, ça marche jamais comme on veut du premier coup. C'est comme dans l'étoffe des héros, pour ceux qui s'en souviennent, toute cette série de fusées qui explosent, c'est un peu ça aussi maintenant. Oui, le film de Philippe Kaufman qui retrace l'aventure des premiers conquérants de l'espace. Tout à fait. Et puis il vaut mieux que ça se passe bien, parce qu'en fait, Artemis 1, c'est vraiment le premier exercice avant d'y mettre des humains. Donc c'est toutes les opérations qui consistent à lancer cette capsule,
à la mettre autour de la Lune, à la faire rentrer dans l'atmosphère et qu'elle revienne à peu près en bon état, il vaut mieux que dès le départ ça se passe bien parce que c'est engageant pour la suite. Tu peux peut-être rappeler justement que Artemis 2, il y a des humains mais ils vont pas sur la Lune. Ils vont faire le tour de la Lune, ils vont pas se poser. On va pas se poser tout de suite, mais voilà, il y aura des humains qui vont faire ce que va faire exactement Artemis 1. Là, c'est vraiment la mission Artemis 2, c'est la répétition générale. Ça m'évoque une question, je ne sais pas si on le sait. Est-ce que les astronautes qui seront dans la capsule pendant Artemis 2, qui feront le tour de la Lune et qui ne se poseront pas sur la Lune, est-ce que ce seront les mêmes qui partiront pour Artemis 3 et Non. qui donc... Non. C'est une frustration épouvantable, non? Ah, on l'a eu pendant Apollo. Hein. On a même eu pire, c'est Apollo 13. C'est-à-dire que l'OL avait déjà fait le tour de la Lune sans se poser. Ouais. Et là, il avait la chance avec Apollo 13 de pouvoir se poser, sauf que ça s'est mal passé. Ouais. Et qu'il a fallu qu'il regarde une deuxième fois cette Lune sans jamais y mettre les pieds. Quand ça veut pas, ça veut pas. Quoi. D'accord. Voilà, je suis désolée. Sylvie, allez, c'est super que tu aies pu venir. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Alors peut-être que le camarade Mathieu, tu peux lui dire, super. Alors voilà, alors je vois pas le flux de questions, Arthur. Moi, ça m'intrigue quand même parce que d'habitude on voit toujours le flux de questions. Alors comment c'est... Non, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est une idée de mise en scène qui change. Ok, d'accord. Bon, donc tu me pousses les questions quand il y en a sur le. Si j'affiche le flux, la caméra est beaucoup plus petite à l'écran. Personnellement, je préfère vous voir en grand, c'est beaucoup plus sympa. Bon, c'est super. Et donc là, quand tu nous parles, on t'entend par contre. Hein. Oui, tout à fait. Je dispose d'un micro. T'es la voix off et le visage mystère. Alors voilà qu'arrive Mathieu Novak. Mathieu, qui est donc le rédacteur en chef du mensuel, du print, parce qu'il n'y a pas que le mensuel dans Science et Avenir. Et justement, on voulait vous... tirer un peu le rideau et reparler des coulisses, parce qu'on l'a déjà fait une fois il y a quelques mois, où on avait parlé d'un numéro en particulier. Là, on va présenter déjà celui-là, mais d'une façon générale, peut-être expliquer comment ça fonctionne. Eh ben, bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez être nombreux à ces rendez-vous Twitch. Mené de main de maître par Olivier et Arthur à la technique. Et moi, je suis très fier de vous présenter notre nouveau numéro. Il y a un peu de reflet, mais vous allez descendre chez vos marchands de presse, dans vos kiosques, et vous allez le trouver. Une couverture consacrée aux 7 traitements qui révolutionnent la médecine. Donc... Alors, Science et Avenir, c'est un magazine qui est évidemment bien connu, mais qui date pas d'hier. Hein. Non, 1947. Voilà, donc nous sommes les héritiers d'une tradition de journalisme scientifique et de rigueur scientifique que nous essayons tous les jours de maintenir. Et c'est absolument fascinant parce que le monde a tellement changé depuis 1947 qu'on se dit qu'il faut que cette tradition perdure pour que les clés de décryptage du monde moderne et de la science qui permettent de le transformer soient données au plus grand nombre. Et alors, on peut dire, peut-être parce que les gens qui nous regardent, forcément, j'imagine, s'intéressent à la thématique scientifique, mais ils n'ont peut-être jamais eu Science et Avenir dans les mains. Ça s'adresse à qui, Science et Avenir? C'est pour l'ingénieur? C'est pour l'universitaire? Alors, mon souhait, notre souhait à tous, c'est qu'on s'adresse au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'il faut être, avant tout, avoir une appétence pour les sciences, bien sûr. Mais moi, je ne veux pas dire qu'on est pour les bac plus 2, pour les bacs, ou pour les bac moins 2, ou pour les bac plus 5. Non. Je veux que chaque article soit intelligible par n'importe quelle personne qui se donne le temps d'approfondir un sujet. Alors parfois, sur des sujets qui vont être un peu compliqués. Si on va parler du Big Bang, par exemple, ça va demander de manier des concepts un peu compliqués. Donc ça demandera peut-être un peu d'effort dans le début, mais on n'est pas là pour éduquer les gens, pour les instruire. Mais on permet de leur apprendre des choses tout en lisant des histoires intéressantes. Parce que des journaux comme ceux-là, ça peut un peu impressionner parfois les lecteurs. Alors ça, c'est un vrai problème qu'on a en France, c'est qu'on est complexé, et c'est quelque chose qu'on découvre dès l'école. En tant que parent d'enfant, je vois qu'il y a cette idée que je ne comprends pas les sciences. Les sciences, c'est pas pour moi. Et en fait, c'est assez fascinant. Moi, je vous invite à faire l'expérience. Lisez un article ou deux et vous allez être surpris que vous aurez compris.
Et vous pourrez même le re-raconter. Et il faut savoir qu'on parle d'enjeux scientifiques qui sont tout à fait actuels. Donc c'est aussi de la culture générale. Et comme je le disais tout à l'heure, ce sont des clés pour décrypter le monde. Oui. Donc c'est pas un monde à part. Il n'y a pas la culture d'un côté ou l'information d'un côté et les sciences de l'autre. Depuis l'école, on a tendance à les séparer, alors qu'en fait, ça fait partie intégrante de l'actualité quotidienne et de la culture générale. Oui, c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est exactement ça. Les gens vont dire « Ah, les sciences, c'est pas pour moi ». On n'entendra jamais quelqu'un dire « Ah ben moi, la littérature, faut pas m'en parler, c'est pas mon truc, quoi. » Exactement. Alors, notre contrat de lecture, La Science et Avenir, qui est assez particulier, c'est qu'en plus, il y a des domaines scientifiques qui sont extrêmement variés, et nous, tous les mois, on a un point d'honneur à donner des articles aussi bien sur des sciences très fondamentales, ce qui se passe dans l'espace, dans la physique, la biologie fondamentale par exemple, que des sujets nature, toutes les problématiques liées évidemment au réchauffement climatique, qui est un sujet quotidien, mais aussi à des belles histoires. Par exemple, ce mois-ci, on raconte comment la poule a conquis le monde. 3000 ans plus tard. C'est un beau titre. Voilà. Un titre comme ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. On pensait que c'était il y a 8000 ans en Chine, et en fait c'était bien plus tard, toujours en Asie du Sud-Est, et que c'était pas un animal qu'on mangeait d'abord, mais que c'était un animal qui était conservé pour sa beauté de son plumage. Jules César lui-même a écrit que c'était un animal trop beau pour être mangé. Bon, bref. Voilà, donc ça c'est une histoire de nature. Donc on a des sujets fondamentaux, des sujets nature, tous les mois des sujets d'histoire aussi. Ici et là, pareil, ça recoupe des sujets de culture générale d'histoire. Par exemple, ce mois-ci, on a un sujet sur les corps de Waterloo. Parce que figure-toi qu'à Waterloo, il y a eu 40 000 personnes qui sont mortes ou blessées sur le champ de bataille. Tu sais combien on a trouvé de corps ? Ben, je crois pas beaucoup, mais... non, cet été, on a trouvé le deuxième. Deuxième. Ouais. Où sont passés tous les autres ? C'est une vraie question scientifique. Ça demande de faire des fouilles, de faire des analyses chimiques, de faire de la datation. Donc c'est un vrai problème scientifique. Donc là, il y a un papier qui explore cette question. Où sont passés les morts de la bataille de Waterloo ? Avec une hypothèse assez ambitieuse, mais très étayée, qu'ils auraient été tout simplement transformés en fertilisants. C'est-à-dire que c'est une époque, on est au début du 19e siècle, où l'allemand Liebig découvre le principe de la fertilisation des sols. L'idée, c'est que ce que vous avez pris au sol pour le manger, il va falloir à un moment le rendre pour que le sol ne s'appauvrisse pas. Ouais. Donc, l'idée, c'était que les corps doivent retourner. Et donc, il y avait notamment les os, qui étaient pleins de calcium. On les broyait, on les brûlait et on les mettait sur le sol. C'est devenu un vrai trafic. Il n'y avait pas du tout cette culture d'enterrer les soldats comme on a aujourd'hui. C'est quelque chose qui est apparu à la Première Guerre mondiale. Mais à l'époque, voilà. Donc ces corps-là ont disparu, ça fait l'objet d'une enquête scientifique. Donc ce genre de sujet qu'on peut trouver et qu'on peut raconter de façon tout à fait intelligible. Et dernier pôle, la médecine. Et là, tous les mois aussi, on a des sujets qui sont aussi sur la recherche médicale très fondamentale que sur de la recherche appliquée et des conseils pratiques aussi, avec par exemple des pages nutrition. Donc on a un sujet qui se détache en couvre, comme par exemple ce mois-ci, un sujet de médecine, les 7 traitements qui révolutionnent la médecine. Mais tous les mois, vous avez ce contrat de lecture on brosse un panorama extrêmement large des sciences. Alors, il y a une belle surprise là que j'ai bien aimé, on en a parlé là, dans l'article sur Dart, puisque dans le numéro papier, il y a un article de Franck Daninos, du journaliste Franck Daninos, puisque tu vas dire un peu comment est organisée la rédaction, sur la mission Dart et plus largement la problématique des astéroïdes tueurs. Et alors là, on est très surpris de voir en interview, c'est une exclue, oui. C'est Brian May. Alors, qui est Brian May ? Brian May, guitariste du groupe Queen. Queen. Alors, vous avez forcément vu le film, là, il y a 3 ans, Bohemian Rhapsody, qui retraçait la vie de Freddie Mercury. Donc, il y a Brian May dedans. Donc, toutes les générations, maintenant, sont familiarisées avec Brian May. Et Brian May, donc, on connaissait comme guitariste. Oui. Il est donc, maintenant, un scientifique reconnu. Il a toujours mené une carrière scientifique. Bon, depuis la mort de Freddie Mercury, il y a passé davantage de temps, mais c'est un astrophysicien reconnu qui travaille dans des milieux universitaires, qui publie des articles et qui ici nous a accordé quelques mots pour nous décrire, pour nous dire qu'une catastrophe qui peut paraître hypothétique, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même de ça dont sont morts les dinosaures. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, qu'il faut étudier scientifiquement. Et donc vous avez Brian May avec sa chevelure absolument extraordinaire, qui n'est pas une perruque, qui nous raconte qu'une catastrophe peut être évitée. Alors, bravo à Franck Daninos, qui est aussi à l'aise dans les eaux du CNRS que dans celles de la pop rock. Absolument.
Absolument. Alors justement, comment peut-être quelques mots sur la façon dont est organisée la rédaction, puisqu'il y a des journalistes qui ont des casquettes, casquettes thématiques. Ouais. Disons que on s'adresse à tout le monde en parlant de tous les sujets, mais on a une expertise qui est toujours très très pointue sur chaque sujet. Donc on a des gens qui ont une expertise très pointue sur les humains préhistoriques, par exemple, d'autres sur la médecine, d'autres sur la recherche médicale, sur l'environnement. Donc on a plusieurs pôles comme ça. Voilà, on a vu Sylvie là, avec le spatial. Sylvie, elle est le spatial, mais c'est aussi une grande spécialiste des océans. Et par exemple, Scoop, dans le prochain numéro, elle est partie au Groenland sur les traces de Charcot le fils, pas le médecin, l'explorateur. Et elle va nous raconter comment est-ce que Charcot a laissé un héritage scientifique qui continue aujourd'hui. Et donc elle est partie embarquée sur un bateau. Donc voilà, elle a ses spécialités, mais ça fait 20 ans, 30 ans qu'elle embarque sur des bateaux. À propos d'océan, il faut que tu dises aussi que les lecteurs de Sciences et Avenir, les auditeurs, etc., pourront assister dans une dizaine de jours à un événement auquel toi tu participes aussi. Absolument, à Cherbourg. À Cherbourg, dans le Cotentin, où va se dérouler un événement. Donc c'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après. C'est un événement qui s'appelle Grand Océan et Cherbourg sera propulsé sorte de capitale de l'océan. Et nous avons une journée complète, absolument passionnante le samedi du week-end prochain, de conférences sur différents thèmes qui ont trait à l'océan. Alors ça va de thèmes comme les abysses, l'exploration des abysses, un monde bien moins connu que la Lune à ce jour, que par exemple tous les enjeux du réchauffement, ou un sujet sur lequel moi je vais intervenir, que je trouve absolument fascinant, c'est les algues. Alors les algues, on en a une mauvaise image en France, mais ça pourrait être un relais de nourriture, un relais pour enlever du CO2 dans l'atmosphère, un relais pour faire des biocarburants absolument phénoménal. Et certains chercheurs disent que notre avenir, il passe forcément par les algues. Et cet événement à Cherbourg, c'est un événement public. C'est un événement public qui est ouvert au public. Voilà, absolument. Chacun peut participer. Et ça se déroule à la Cité de la Mer de Cherbourg. Il paraît que c'est très beau. Qui est un endroit magnifique et qui vient d'être élu endroit préféré des Français dans les concours de Stéphane Bern. Ah, Stéphane Bern, si Stéphane Bern nous regarde. Voilà, il y a toi, il y a Rachel Mulot qui est aussi de la rédaction qui sera là-bas, il y a Dominique Leglu, directrice éditoriale qui sera là-bas. Alors donc, on va se promener aussi, on a Loïc Chauveau qui s'occupe de questions de nature, ainsi que Anne-Sophie Tassard de Nature et d'Animaux, qui vont aussi intervenir auprès des scolaires dans les classes. Voilà, il y a un exemple pour vous dire qu'on a des spécialistes qui travaillent, qui ont parfois des dizaines d'années d'expérience, mais qui savent aller dans les classes de collège et de lycée pour raconter les histoires qui sont exactement les mêmes histoires qu'on raconte dans Sciences et Avenir. Alors peut-être que c'est l'occasion de dire aussi que si vous qui regardez, vous avez des envies de sujets peut-être, ou des idées de sujets, ou des idées de dossiers, s'il y a des choses qui vous intriguent. Voilà, dans le chat, allez-y. Vous savez, pour nous, c'est toujours un peu compliqué de savoir qu'est-ce qui va intéresser. Puisque comment on fonctionne en tant que journaliste scientifique ? On a deux manières d'aller chercher de l'information. Il y en a une première qui est assez peu connue du grand public, c'est que les scientifiques, quand ils ont fini un travail de recherche, qui peut parfois prendre des années, voire des dizaines d'années, ils publient dans ce qu'on appelle une revue primaire. Donc c'est un journal qui ne se vend pas dans les kiosques, mais avec des articles qui sont très austères, très codifiés. Et avant d'être publiés, ils sont relus par d'autres spécialistes de la même spécialité. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont la recherche de façon très codifiée. Et nous, journalistes scientifiques, ou journalistes en général qui s'intéressent aux sciences, c'est des choses auxquelles on a accès et qu'on va essayer de décrypter. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on se promène, on va voir les chercheurs dans leur labo, on va les voir, on discute avec eux. Voilà, donc là, nous, on a une vision assez claire de la science en marche, mais nous sommes journalistes avant tout, c'est-à-dire qu'on se pose des questions. On se dit, mais tiens, là, il a avancé sur tel point. Par exemple, on a fait les 7 traitements qui révolutionnent la médecine. Comment c'est né cette idée ? C'est que là, on a vu de façon très vite arriver ce traitement, ces vaccins par ARN messager contre le Covid. Et en fait, on s'est dit, mais c'est quand même fou, ils font ça en quelques semaines. C'est pas la question d'être pour ou contre la vaccination ici, c'est juste de voir quelque chose qui arrive. Et là, en grattant un peu,
nos spécialistes le savaient, mais moi-même je l'ai découvert, on est sur un champ de recherche qui aboutit alors que ça fait 4 décennies qu'il est en cours. Et qui tout d'un coup est mûr et ouvre des perspectives largement au-delà d'un vaccin pour un virus. Donc voilà, c'est là où on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, nous, notre force, c'est qu'on a nos interlocuteurs, ce sont ceux qui sont au plus près de la recherche, qui sont dans les laboratoires, donc c'est avec eux qu'on travaille. Mais on a une démarche qui est une démarche tout à fait journalistique, d'aller chercher l'information, de la vérifier, de la croiser, de la faire commenter, d'essayer de comprendre et de raconter cette histoire pour vous la restituer. Donc si vous avez des questions que vous vous posez et vous dites « mais pourquoi ils ne m'ont pas encore parlé de ça ?» Eh bien, on sera tout à fait ravis de vous écouter et d'écouter vos pistes pour de futurs sujets. Alors, j'aimerais bien savoir la suite de l'astéroïde dévié. Ah. Give, c'est quoi Give, please. Non, ça c'est un emoji qui passe. Ah. C'est un emoji qui passe pas, en fait, c'est juste, ça marque give please, c'est parce que c'est un petit bonhomme qui vous prie de bien vouloir répondre. Ah, bah alors, la suite. Alors, la suite, elle va se passer en plusieurs étapes. Il y a une étape qui va se faire dans les tout prochains jours. On va avoir des signaux de voir s'il y a eu un effet. Parce que pour le moment, on n'a pas eu le temps de rentrer dans les détails, mais la première question, c'était est-ce qu'on allait réussir à taper l'astéroïde ? Donc là, déjà, on a réussi. Ce qui était déjà pas... Le truc est tellement loin, tellement petit, que c'est déjà une prouesse. On n'était pas sûr que ça allait vraiment réussir à faire une pichenette. Il y a certains chercheurs qui disaient on connaît très mal la consistance, peut-être qu'il va juste traverser, repartir de l'autre côté, et ça va rien lui faire du tout. Comme une balle de pistolet. Voilà, exactement, ouais, ou un neutrino qui traverse la Terre. Ouais. Bon, là on a vu qu'il y a eu un impact, donc maintenant ça va être phase suivante, est-ce que cet impact va permettre de voir une déviation ? Donc là on va voir assez rapidement avec certains télescopes, est-ce que la vitesse de rotation de l'astéroïde va être modifiée ? Mais on va avoir des indices qui seront très parcellaires, quoi. Et ce n'est que, en fait, dans 2 ans qu'on va envoyer une mission européenne qui va aller près de l'astéroïde et pour vraiment voir les choses de près et faire des mesures précises. Donc on aura des premières réponses très prochainement, dans les jours qui viennent, on va le suivre, dans les semaines qui viennent, on le suivra aussi dans le journal Sciences et Avenir, mais d'abord sur le site. Mais aussi, c'est un projet à suivre sur plusieurs années, puisque les réponses définitives, on ne les aura que dans plus de 2 ans. Et oui, ce qui est intriguant, c'est qu'en raison du milieu dans lequel il se trouve l'astéroïde, le vide spatial, le trou, l'impact ne va pas bouger, quoi. On peut y retourner dans 2 ans, il sera comme aujourd'hui, quoi. Exactement. C'est ce que racontait... Mais ça va être surtout des mesures de trajectoire, parce qu'on veut faire une petite déviation. Donc on va voir si la pichenette a permis de faire cette petite déviation dans la façon dont les 2 astres jumeaux tournent l'un autour de l'autre. Alors pour ce qui est de nous envoyer des messages, comme disait Mathieu, là, sur des idées, des recommandations, etc., peut-être utiliser la page Facebook de Sciences et Avenir, c'est sans doute le plus simple dans les commentaires. Bon Mathieu, merci. Je vois qu'il y a Philippe qui arrive là. Philippe. Et je vais lui laisser la place. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et à nous faire part de... Et n'hésitez pas à l'acheter. Commencez par l'acheter et me dire comment vous l'avez apprécié. Je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Bon, à plus tard, Mathieu. Bonne soirée. Merci, Olivier. Alors, on continue dans cette exploration des coulisses du journal avec Philippe Pajot. Bonjour Philippe. Oupla, bonjour. Rebonjour Philippe, Bonjour puisque on n'est pas loin les uns des autres. On est là, on est dans la rédaction de Sciences et Avenir, évidemment, grâce à Arthur. Et Arthur a monté un studio montable et démontable, justement, dans un bureau, dans mon bureau à Sciences et Avenir. Donc, on est vraiment dans le jus, là. Alors Philippe, toi, tu es le rédacteur en chef de La Recherche. Oui. Voilà, donc effectivement, nous, on a une sorte de rédaction intégrée, et donc au sein de cette grande rédaction de Sciences et Avenir La Recherche, il y a cette revue La Recherche, ce magazine trimestriel, qui existe sous cette forme depuis 2 ans. Parce qu'on a... Alors justement, sous cette forme, je t'interromps une seconde, parce qu'il y a un truc dont on parle souvent dans la presse, le magazine, c'est la prise en main. Ouais. Et donc quand on prend le journal La Recherche, c'est très particulier, parce que c'est presque un livre. Exactement. Il y a le dos carré, etc. Donc ça fait partie de ces objets qu'on a inventés
que la profession a inventé il y a quelques années, qu'on a appelé les MOOC. Les MOOC, au magazine libre, effectivement, l'idée étant de quelque chose de tout à fait intermédiaire entre le livre et le magazine, avec une prise en main assez épaisse, puisque ça fait quand même 150 pages de lecture, donc c'est pas quelque chose qu'on lit debout dans le métro, voilà, il faut... c'est un vrai livre, et c'est un vrai bel objet, avec une mise en page vraiment renouvelée par rapport à ce que c'était. Donc, comme je disais, c'est sous cette forme, ça a 2 ans, puisque La Recherche est également un ancien magazine vénérable, moins ancien que Sciences et Avenir. C'est quelle année La Recherche? Ça fait 52 ans. Et c'était sous un autre nom, hein, Alors, quand ça a été lancé. avant, plus en derrière encore, c'était effectivement, ça s'appelait Atome. Atome, qui est l'ancêtre de La Recherche et qui s'est transformé dans La Recherche il y a un peu plus de 50 ans, avec initialement l'idée d'avoir un journal écrit par les chercheurs. C'était un peu ça l'idée originelle, qui s'est conservée, hein. C'est également ça que nous avons aujourd'hui. Et donc il y a eu de multiples formes, avec des évolutions. Évidemment, en 50 ans, la presse a évolué, avec des articles de tous les domaines. C'est un peu comme Sciences et Avenir, hein. C'est vraiment le cousin de Sciences et Avenir, on va dire, écrit par des chercheurs, mais avec toujours ce souci de rendre les choses accessibles au plus grand nombre, toujours, et de traiter également tous les sujets possibles, imaginables, hein. C'est là où il y a cette complémentarité entre les deux titres, hein, qu'on peut peut-être expliciter à ceux qui regardent, et qui connaissent peut-être pas les magazines, parce qu'ils les ont pas jamais vus, peut-être, hein. Par contre, dommage, la disparition, fusion de La Recherche, qui était une revue un peu plus pointue, comme Pour la Science ou Nature. Alors ça, on peut en parler, parce que voilà, Pour la Science, ouais. Nature, c'est pas la même chose. Alors voilà, on peut, alors là, effectivement, je peux expliciter et répondre à... Et juste un truc pour finir ce que je disais, c'est que, effectivement, il y a Sciences et Avenir, qui est le journal écrit par les journalistes, et il y a La Recherche, qui est le journal écrit par les chercheurs. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des journalistes dans le coup, hein. Mais peut-être répondons à la question d'Einstein. Alors, effectivement, donc La Recherche n'a pas disparu. Effectivement, il y a eu une fusion des rédactions, mais ce trimestriel est vraiment l'héritière de La Recherche et reste une revue plus pointue, comme l'est Pour la Science, comme le fait remarquer notre spectateur. Nature étant quelque chose de tout à fait différent. Nature, c'est un hebdomadaire écrit par les chercheurs avec des recherches de première publication. C'est une revue de première publication où les chercheurs relatent le résultat de leurs recherches. Et c'est destiné évidemment à des chercheurs spécialistes du sujet. Alors Mathieu en parlait tout à l'heure, il parlait de ces revues primaires qui sont des revues dans lesquelles les scientifiques publient leurs travaux et ces articles sont relus et validés par les pairs, hein, c'est la fameuse validation par les pairs. Mais donc c'est une typologie de magazines très particulière, Nature, Science, The Lancet, etc. Et c'est pas la même chose que notre cousin Pour la Science. Ce sont des revues professionnelles, effectivement, qui sont écrites par les chercheurs, pour les chercheurs du domaine, hein. Donc c'est là où ils relatent les avancées scientifiques. Et nous, que ce soit à Sciences et Avenir ou à La Recherche, évidemment, l'idée, c'est notre matériau premier, ce sont ces publications-là, et c'est de rendre ces publications accessibles au plus grand nombre, parfois de manière un peu plus pointue, comme le fait La Recherche ou Pour la Science, donc qui restent vraiment des revues intéressantes et accessibles et écrites par les chercheurs, et très différentes de Nature, de Astronomy and Astrophysics, pour prendre des domaines que je connais bien, qui sont l'astrophysique. Et d'ailleurs, toi, tu connaissais bien la forme mensuelle, hein. Tu étais déjà chef au moment de l'époque mensuelle. Tout à fait. Donc, effectivement, il y a eu cette transformation qui fait que cet objet que tu décrivais, hein, est a tout à fait changé aussi l'approche, la prise en main et la lecture. Alors on peut regretter que ce soit plus mensuel, que ce soit trimestriel, mais par ailleurs c'est un trimestriel plus gros, avec quand même vraiment cet aspect magazinif qui est vraiment très intéressant. Et c'est un gros succès. Et puis c'est important de le dire parce que quand La Recherche a disparu en tant que mensuel, il y a eu une incompréhension, hein, de la part du public, même des confrères, qui disaient La Recherche disparaît. Et en fait, La Recherche n'a jamais disparu. La Recherche s'est transformée pour passer d'un rythme à un autre, mais c'est toujours fait de la même façon. Enfin, la méthodologie est la même. C'est vrai que la manière de travailler, donc, tu es bien que tu le soulignes, est assez différente de celle de Sciences et Avenir, parce que à Sciences et Avenir, ce sont des journalistes qui écrivent
essentiellement, même exclusivement. Hein. Et la recherche, c'est un peu différent. Oui, raconte-nous, parce que là, on se dit quoi, le chercheur, il est dans son labo, il fait son papier, il l'envoie à Philippe Pajot, et puis c'est terminé. Alors non, c'est pas du tout ça. Il y a plein de modalités. Donc on a, comme les journalistes de Sciences et Avenir, on regarde évidemment les publications, les actualités scientifiques qui apparaissent. Et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on contacte le chercheur. On lui dit, écoutez, vous avez cet article, nous m'a l'air très intéressant. Ça peut être, je vais prendre un exemple qui est dans le réel, là, sur le réel. Voilà, sur le réel. Voilà, donc c'est un numéro qui a un dossier sur le réel, mais également des articles scientifiques variés. Oui, c'est pas que sur le réel. Voilà, hein. je détaillerai peut-être quelques papiers. Donc, par exemple, je vais prendre un papier de mathématiques au hasard. Voilà, c'est un domaine que tu connais bien. Que je connais bien, que j'apprécie bien. Donc, typiquement, c'est un article là, qui est dans le magazine qui parle de la manière d'expliquer des mathématiques à un ordinateur. Comment un ordinateur peut comprendre des mathématiques pour les vérifier, notamment. Donc c'est un sujet qui est très en vogue aujourd'hui dans le milieu des mathématiciens. Et là, effectivement, j'avais vu passer plusieurs articles de recherche sur ce sujet. J'ai contacté un chercheur spécialiste qui travaille justement sur cette formalisation des mathématiques et qui m'a écrit une version d'article qui m'a envoyé. Donc ça, vous voyez, ça vient de sortir là. C'est quelque chose qu'il m'a envoyé au printemps dernier, que j'ai retravaillé pendant l'été et sur lequel on a abouti. Et donc il y a eu vraiment un aller-retour pour rendre intelligible cet article à un plus grand nombre et que tout le monde puisse comprendre comment un ordinateur peut comprendre formaliser le terme des Pythagore, pour prendre un exemple que tout le monde connaît, ou maintenant justement arrive à comprendre des mathématiques extrêmement abstraites. Alors la recherche scientifique, c'est une activité qui par essence est internationale, donc il faut aussi dire que la recherche, le magazine, c'est un magazine qui n'est pas focalisé sur la science franco-française. Et alors là, peut-être quand même noter que en couverture du magazine, il y a cet entretien avec le Nobel italien. Tout à fait. Alors j'ai eu la chance de faire un entretien avec Giorgio Parisi, qui est prix Nobel 2021 de l'année dernière, donc qui a eu co-prix Nobel, et notamment pour ses travaux sur les systèmes complexes. Et donc, qui a une histoire qui raconte un peu sa vie et son activité scientifique. Donc, il a essentiellement travaillé à Rome, mais également beaucoup en France, à l'École normale supérieure à Paris. Il a eu beaucoup d'échanges avec des chercheurs français. Je me suis demandé, il parle français ? Tu as fait l'entretien en français ? J'ai fait l'entretien en français, oui, tout à fait. Il a été absolument charmant et ça a été... Alors, Parisi, on en a parlé, la presse généraliste en a parlé un petit peu là, ces derniers temps. D'une part, parce qu'il a fait un bouquin. On arrive dans la nouvelle promo, si je puis dire, des Nobel. La semaine prochaine, Mais ils en ont parlé parce qu'il y a eu un petit buzz débile, parce qu'il avait conseillé de baisser un peu la température pour cuire les pâtes dans le cadre de la crise énergétique. Je ne sais pas si tu as vu ça. J'avais pas vu ça. Ça a créé un petit Pâtegate, mais bon, comme tous les buzz, ça a duré 24 heures. J'avais pas vu ça, voilà. Donc voilà, ce grand entretien avec Giorgio Parisi. C'est vrai que les Nobel arrivent bientôt. Hein. C'est la semaine prochaine, donc déjà la semaine prochaine. Oui, toute la semaine. Donc on va être sur le pont pour raconter. Parler alors, parce que... vous racontez ça sur le site web et puis ensuite évidemment dans les revues. Donc vous voyez qu'il y a des temporalités différentes, puisque quand ils vont être annoncés la semaine prochaine, on sera sur le pont. Oui, parce qu'on n'a pas parlé du web. Voilà, vous savez qu'il y a le site web quotidien de Sciences et Avenir. Donc on va, dès que ça tombe, on va expliciter quels sont ces prix. Mais on peut dire, sans trahir un secret, qu'on ne sait pas du tout qui est le Nobel jusqu'à ce que le palmarès soit connu. Exactement. C'est vraiment c'est très secret jusqu'au dernier moment. Parfois, il y a des prix pour lesquels... il y a des pronostics. Il y a toujours des pronostics. Est-ce que je te fais la vacherie non, qui consiste à te demander quel est ton pronostic? Non, j'ai pas de pronostic. T'as pas un petit préféré? Non. Alors pendant des années, on disait ça va être Michel Mayor pour les exos. Qu'il a eu. Et il l'a eu. Qui a fini par l'avoir. On peut plus faire ça. Voilà, alors qu'est-ce que tu me montres? Ah oui. Quelle est, selon vous, la plus grande scientifique de notre temps? Question... Alors il y a une scientifique qui a pris qui est à la fois une très grande scientifique et qui a pris médiatiquement une place très importante et qui est française, là. C'est Marie Curie. Alors moi je pensais pas à Marie Curie, parce que Marie Curie c'est la représentation historique, mais il y a Emmanuel Charpentier. Alors oui, si on parle dans les contemporains. Mais qui a déjà eu le prix Nobel. Qui a déjà eu le prix Nobel, mais qui est quand même une personnalité, parce que c'est vrai que notre internaute dit de notre temps. Ouais.
Emmanuelle Charpentier, alors pourquoi elle a eu le Nobel? On peut en dire un mot? Alors c'est sur le CRISPR, c'est une des co-découvreuses des ciseaux moléculaires, de la manière d'éditer le génome de manière très précise, de remplacer un gène par un autre, avec Jennifer Doudna qui est une américaine. Voilà, et voilà, ça a été une découverte effectivement aujourd'hui qui est universellement utilisée dans les laboratoires. Parce que en fait c'est une sorte de boîte à outils qui sert à plein d'autres trucs, quoi. Oui, dès du moment qu'on peut toucher au génome, on peut remplacer un gène par un autre, même une molécule par une autre, on peut absolument imaginer faire ce qu'on veut. Alors c'est pas si facile que ça, c'est plus compliqué, il y a des erreurs ça coupe pas de manière parfaite, et puis ça ouvre vers énormément de thérapeutiques, on peut imaginer énormément de thérapeutiques pour ça. Donc c'est une découverte fondamentale qui peut avoir énormément d'applications thérapeutique. Alors bon, c'est un nom qui m'est venu là parce que c'est vrai que c'est tellement particulier CRISPR, mais il y a d'autres. Alors on a fait une grande vidéo qu'on peut citer avec Marthe Gauthier l'année dernière. C'était une vidéo qui avait été tournée peu de mois avant sa mort, une vidéo qui a été faite pour le site de Sciences et Avenir, qui a été faite par Valentine Delattre, qui est bien connue pour sa chaîne Sciences de Comptoir, chaîne de géologie, mais elle est vidéaste et journaliste. Et elle avait fait cet entretien avec Mathieu Novak que vous avez vu tout à l'heure. Et Marthe Gauthier, elle est la découvreuse du chromosome surnuméraire dans la trisomie 21. Donc c'est aussi une personnalité hors du commun. Et je vous invite à aller voir cette vidéo qui est toujours accessible sur le site web de Sciences et Avenir. Je pense aussi peut-être, il y a quelqu'un que tu connais bien, c'est Françoise Combe. Françoise Combe, qui est une astrophysicienne française, effectivement, professeure au Collège de France, qui est cosmologiste, spécialiste, au départ, elle est spécialiste de l'infrarouge, maintenant de la dynamique des galaxies. Maintenant, et plus généralement, elle fait de la cosmologie, elle s'intéresse beaucoup à la compréhension de l'univers, de son évolution et de la matière noire. Donc c'est effectivement une scientifique. Alors je pense à elle parce qu'elle n'a pas eu le Nobel, mais elle a été récompensée de la médaille d'or du CNRS il y a relativement peu de temps. Effectivement. Et c'est aussi des jalons, enfin c'est assez considérable de recevoir ce type de récompense. Bon voilà, 3 exemples parmi d'autres. Il y a beaucoup de scientifiques d'âme, de talent, dont on parle extrêmement régulièrement dans tous nos magazines et sur tous nos supports, parce qu'on a aussi à cœur de montrer la diversité. On disait la science n'est pas que française, on parle de ce qui se passe dans le monde entier, puisque on essaye de raconter la science au niveau mondial. Par essence, c'est une activité mondiale. Et également de faire ressortir aussi les jeunes scientifiques. On essaye, donc Giorgio Parisi, évidemment, est un prix Nobel, donc plutôt quelqu'un qui a sa carrière derrière lui, mais on a aussi à cœur... C'est le principe du Nobel, quoi. Voilà. C'est-à-dire, quoi qu'avec Charpentier, c'était justement un peu étonnant parce qu'elle est jeune. Elle est assez jeune. Mais souvent, le principe du Nobel, c'est de... On devrait faire un tweet sur les Nobel, peut-être, à la fin de la semaine. Ah, mais t'es pas là. Voilà. Arthur, il n'est pas là une fois sur deux. Donc, bon, on verra, on en reparlera. Voilà. Alors peut-être un dernier truc sur la recherche, parce que moi j'ai un penchant pour la SF. Et tu as un rendez-vous dans le magazine. Effectivement, on a un rendez-vous dans le magazine qui s'appelle Science et Fiction, où donc, sur 8 pages, à la fin du numéro, à chaque fois, on essaye de regarder... un aspect mélanger les aspects scientifiques de la fiction. Et donc là, dans celui-là, ce sont une chercheuse et un chercheur qui nous ont raconté un peu comment la science-fiction, plutôt comment la science analysait l'archéologie, le vieillissement des villes et des planètes en général, des matériaux qu'on voit dans la science-fiction. Donc évidemment, comment les villes peuvent se déliter, comment le béton vieillit, le sable qui envahit les choses. Voilà, donc c'est vraiment cette analyse-là, et on arrive à avoir cet aspect science et fiction qui a un petit clin d'œil scientifico... Mais écrit par des scientifiques. À chaque fois par des scientifiques. Écrit par des scientifiques, tout à fait. Et donc le prochain, ce sera sur Philippe Cadic. Je sais que mon grand ami Philippe Cadic. Voilà, que tu apprécies particulièrement. Et écoute, super. Voilà.
Merci beaucoup, Philippe. De rien. Donc dans ce numéro, donc, je vous invite évidemment à vous procurer ce numéro qui est en kiosque depuis mi-septembre, voilà, donc, qui est là jusqu'à mois de décembre, avec un gros dossier sur le réel, avec plein de choses sur la mécanique quantique notamment, sur les mystères, pourquoi est-ce qu'on peut expliquer les choses en mécanique quantique, qu'est-ce qu'est le réel en mécanique quantique. Donc, il y a plein Et alors, je ne suis pas sûr qu'on l'ait dit, mais du fait que ce soit un magazine livre, il est aussi disponible dans les librairies. Il est disponible en librairie, tout à fait, et il est aussi disponible sur le site internet de la recherche. Le site de l'Internet, oui, puisqu'il y a, et puis le site internet de la recherche dans lequel il y a une profondeur d'archives Oui, énorme. Énorme, hein, C'est-à-dire on en a sur 20 ans. Alors, il faut payer, hein, oui, voilà, c'est payant, mais enfin, vous pouvez accéder sur 20 ans, tu dis. Ouais, donc il y a beaucoup de gens qui font des thèses ou des mémoires, des choses travaux comme ça. linguistiques parfois aussi, sur des sciences qui analysent effectivement les termes utilisés et qui font des analyses de texte. Et qui ont recours à cette base de données, quoi. Ouais. D'accord. Bon, merci Philippe. Avec plaisir. Et à bientôt. Nous, on va s'arrêter là. Hein, on a fait presque 1 heure, je crois, non, à peu près. Et Arthur, est-ce qu'il y a 52 minutes. 52 minutes. Bon, c'est pas mal, 52 minutes. C'est un chiffre premier? Non, c'est pair. Non, c'est pair. Oui, voilà, j'ai perdu une bonne occasion de me taire. C'est pas non plus le 42 de comment il s'appelle, de Douglas Adams. Voilà. Bon, on va prendre ce 52 comme tel qu'il est, c'est-à-dire un peu banal, mais bon, cette émission n'était pas banale, donc on va s'arrêter là. Allez, merci beaucoup Philippe, merci Arthur, merci les internautes. Écoutez, alors moi j'ai été un peu perturbé par ce nouveau dispositif, c'est vrai que l'image est plus grande, mais du coup, pas voir le flux, ça m'a un peu perturbé, mais c'est pas grave. Je vais m'y adapter, on s'adapte à tout. Et on fera... Alors, on essaye d'être plus régulier ? Oui. Qu'est-ce qu'on dit ? Tout à fait, on va essayer de faire au moins un live par mois. Au moins un par mois, on prend cet engagement. Ouais. On peut essayer de faire ça, normalement, avec les prochains sujets, ça devrait le faire. Bon, allez, alors on fait un Twitch par mois, c'est parti. Allez, c'est parti. Merci à tous, Merci allez, à bientôt. Salut.